Bonjour à tous, bonjour mes chers chroniqueurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale car nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui l'ont déjà vu, une série unique en son genre qui a inspiré une multitude d'autres séries, et je parle bien évidemment de Twin Peaks, série donc créée par Mark Frost et David Lynch, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je suis entouré de vrais spécialistes du monsieur, donc ça va être vraiment sympa. Et on en parle parce que Twin Peaks a fait son grand retour dimanche dernier avec l'apparition de la saison 3 produite par Showtime 25 ans après les événements de la saison 2. Autant vous dire que l'attente a été longue et nous parlerons de la saison 3 et des questions qu'elle pose dans la seconde partie de l'émission. Mais avant toute chose, selon vous, mes chers chroniqueurs, s'il y avait un moyen de décrire le style Twin Peaks, qu'est-ce que vous diriez ? Twin Peaks, d'un côté c'est très irréel, et ce qui en ressort beaucoup c'est l'onirisme aussi du style qui est propre à David Lynch aussi. Et ce qui est le plus incroyable, je trouve aussi dans la série, c'est qu'il s'est parti d'un pitch de base qui est très très simple, c'est-à-dire juste une femme retrouvée morte dans une ville modèle des États-Unis, un agent du FBI qui arrive et qui essaye de résoudre l'affaire, et en fait avec le style Twin Peaks, avec et David Lynch, avec son univers, on arrive avec une œuvre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu auparavant. Oui, Twin Peaks, c'est une série, comme il a dit, qui parle de quelque chose de très réel et finalement qui s'élargit beaucoup plus, qui a une multitude de personnages et justement cet aspect irréel, c'est tout Twin Peaks. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup dans Twin Peaks, c'est vraiment le fait qu'on a David Lynch qui impose sa patte et qui va, à partir d'une forme sérielle, créer, on pourrait dire presque un objet d'art contemporain. Mais ce qui est assez passionnant, c'est la façon dont il va pas renier le fait que c'est une série. Il va prendre appui sur des éléments caractéristiques de la série policière, la soap opéra, le côté émotionnel, etc. Parce qu'en fait, il y a des grands créateurs qui ont fait des séries, mais souvent, ils ont la tendance à essayer de cinématographier, de rendre cinématographique une série. Or, Lynch, il fait tout le contraire. Il impose évidemment son style, la façon dont il procède habituellement, mais en prenant appui sur des éléments vraiment de série, des clichés, voilà, dans tous les sens, et qu'il va tellement utiliser qu'il va les dénoncer en tant que clichés, mais aussi réactiver leur capacité émotionnelle, etc. Donc c'est vraiment un objet, voilà, d'art contemporain assez extraordinaire que cette immense série Twin Peaks. Et Twin Peaks, c'est presque la première série d'auteur qui est sortie. Ça a inspiré de nombreuses autres séries, autant pour les séries policières, je pense à True Detective, mais aussi les autres séries, Breaking Bad, Mad Men, The Leftovers, etc. Notamment par rapport à des spécificités propres aux séries. Je pense au cliffhanger, je pense aux relations entre les personnages. C'est vraiment la première série d'auteur, on peut le penser comme ça en tout cas. Oui, vous êtes tous d'accord. Et tu parlais de cinéma, Guillaume, mais il y a eu un film aussi autour de Twin Peaks que David Lynch a réalisé, un film un peu mal aimé de sa filmographie, Fire Walk With Me, l'une des répliques souvent répétées dans la série. Quel lien pourrait-on faire entre le film justement et la série, sachant que les styles sont vraiment différents par rapport aux deux entités, du coup, artistiques? Je ne sais pas si c'est vraiment différent parce que il s'agit quand même d'une préquelle. Donc il y a quand même cette patte qui revient. Après, c'est vrai qu'il y a plus cette narration très linéaire qu'on peut trouver dans la série. Il y a vraiment quelque chose d'étrange et pas forcément de très compréhensif. Mais je ne trouverais pas ça forcément très différent de la série. Au contraire, je trouve qu'il y a vraiment... Même au niveau de l'ambiance, peut-être ? Un peu quand même. Oui, bien sûr, parce que la série doit répondre à certains codes auxquels le film ne peut se permettre de ne pas répondre. Après, il y a une noirceur vraiment extrême dans le film qu'on n'a pas dès le début dans la série. Oui, mais qui se développe au final, parce que ça reste quand même une série assez noire. Oui. En premier abord, c'est une série qui est normale, qui se base sur un meurtre, donc une enquête qui est assez normale. Mais finalement, notamment dans la saison 2, la noirceur vraiment se lie avec la série. Où là, dans le film, c'est vrai que c'est du début à la fin. Mais les deux sont quand même assez noirs, si on regarde vraiment profondément. Ouais, de toute façon, Twin Peaks, à la base, devait être
une série sur Marilyn Monroe. Il y avait un projet initial là-dessus, et on voit bien qu'il travaille cette idée de l'icône, ce qui est beau, ce qui fait fantasmer les hommes, Il a etc. réussi à garder cet aspect Marilyn Monroe. Laura Palmer, la victime de Twin Peaks, est blonde. Ouais, très clairement. Eh oui. Et il y a cette idée, évidemment, Marilyn Monroe, immense actrice, dont on a découvert progressivement la noirceur, voilà, les tourments, les démons. Et il y a cette idée, oui, de partir de quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement pop aussi, et d'aller progressivement vers la noirceur. Et c'est ce que fait très bien le film. Et aussi, il y a ce geste assez incroyable d'inverser les rapports traditionnels. On a un film qui est le commentaire d'une série, alors que d'habitude, c'est l'inverse. On va plutôt partir... Voilà, ce qui serait censé être la forme noble, c'est le film. Et après, il y a la forme plus populaire, plus accessible, qui est la série. Lui, il bouleverse tout ça. Lynch, il dit, non, j'ai commencé par ce fleuve qu'est la série, qui va de plus en plus dans la noirceur. Et comme commentaire, je fais un film. Oui, et du coup, la relation série-film au-delà de Twin Peaks concerne un peu maintenant le cinéma d'aujourd'hui. Maintenant, le cinéma se focalise beaucoup sur les séries, comment elles fonctionnent, notamment par rapport à tout l'aspect promotionnel. Je pense aux univers cinématographiques tels que Marvel, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut, puisqu'on pense que Twin Peaks est la première série d'auteur, est-ce que cette relation série-film conditionne un peu celle qui existe aujourd'hui, le rapport de dépendance, du coup? Un rapport de dépendance dans quel sens, par exemple? Le cinéma se focalise sur les séries pour exister presque maintenant. Pour faire de la promotion, oui, voilà. par moment. Vraiment, l'univers cinématique Marvel, par exemple, qui a sorti 3 ou 4 séries à la suite, avec Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil et d'autres. C'est pareil pour DC. Et David Lynch est parti de la série, allait vers un film, et revient vers la série. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il était attaché à la série... aux séries télé déjà de base. On rappelle que Mulholland Drive à la base était aussi le pilote d'une série, la moitié du film en fait, et le pilote il a tourné. Donc c'est vrai qu'il a ce rapport totalement opposé au reste de la norme hollywoodienne. Et du coup, David Lynch était déjà un peu aux antipodes des séries, et maintenant, grâce à son retour qu'on va parler tout à l'heure, est-ce qu'il est un peu aux antipodes de la modernité maintenant, presque, du coup? Vu les premières images de la saison 3, on va en parler après, mais il est un peu aux antipodes de tout, David Lynch, non? Vous êtes fan de lui et vous devriez lui faire un piédestal, non? Oui, évidemment, si on veut faire un piédestal. Oui, après, il est à contre-pied de tout ce qui se fait, et à chaque fois, c'est lui quand même qui donne le tempo. Enfin, toutes, quand même, les séries depuis Twin Peaks se sont posées la question de l'héritage de Twin Peaks à un moment. Et c'est là où il est très fort, et c'est là où il rejoint, par exemple, quelqu'un comme Andy Warhol, enfin, vraiment l'art contemporain qui... Andy Warhol, quand il fait le Velvet Underground, etc., enfin, il travaille sur l'idée de la forme populaire, dans ce cas-là, la chanson, pour la traverser, la croiser avec l'art contemporain le plus noble. Et c'est ce qu'a fait Lynch. Ce qu'on a essayé de faire d'autres, peut-être un peu moins, avec moins de succès quand même. Et du coup, Twin Peaks, c'est donc le style, la réalisation. Et avant de passer à notre interview musicale, on va faire 2-3 mots sur les personnages. Quels sont les personnages pour vous à retenir et que vous diriez en premier si vous devriez conseiller à un ami cette série? Laura Palmer. Qu'elle soit présente ou pas, elle est présente dans toute la série. Qu'on la voit ou non, on la voit peut-être dans le film, et dans le fin de la série se passe vraiment sur elle. Et même le générique de la fin finit toujours sur une photo d'elle. Donc je pense que c'est vraiment elle le personnage central. Après forcément il y aurait Agent Cooper. Forcément. Le meilleur agent du FBI de tous les temps. Oui, totalement, interprété par Kyle MacLachlan. Qui incarne la bonté absolue. Ah, c'est oui. quand même pas donné à tout le monde. Ah, oui. Après moi je suis personnellement amoureux de Audrey Horne. Du coup, oui. Voilà. Moi j'aime beaucoup Madeleine. Shelley Johnson. Shelley, oui, pardon. Oui, moi j'aime bien aussi la façon, comment ils évoluent les personnages. Je pense au personnage de Ben Horne qui pète un câble. Littéralement, il a tout un trip autour de la guerre de sécession, c'est très drôle. Il y a pas mal de personnages qui pètent un câble. Et bon, il y a un personnage qui pète un câble, mais pour raison, on va pas trop spoiler, donc on va pas trop le dire. Vous voyez peut-être de qui je veux parler. Oui, beaucoup de personnages évoluent de manière bizarre, vraiment fantastique. Et du coup, la relation justement fantastique soap opéra, est-ce qu'elle marche totalement dans Twin Peaks? Parce qu'au-delà de l'aspect fantastique, il y a un côté soap opéra complet quand même. Surtout le coup des relations entre lycéens, parce que ça reste, il y a un côté série de lycéens. Ouais, vraiment, le teen movie appliqué à la série, bien sûr. À fond. Il y a par exemple le personnage de James,
qui Grand était romantique. l'amoureux secret de Laura Palmer et qui finit par sortir avec Donna, qui est la meilleure amie de Laura Palmer. Et c'est un grand rebelle aussi. C'est un grand rebelle sur sa moto avec son blouson en cuir, c'est un sacré cliché. Grand rebelle, oui, mais comme je l'ai dit, romantique un peu quand même. Oui, mais justement, hein. rebelle romantique, il joue Ça sur ce colle. paradoxe. Parce que rebelle, je dirais plus Bobby, tu vois. Oui, mais justement, James, justement, avec sa veste en cuir, sa moto, à la fin de la saison 2, Pauvre James. il s'en part va. de lui-même. Donc, il a un côté quand même assez Il a une petite histoire rebelle, aussi. oui. Il a une petite histoire aussi avec la cousine de Laura Palmer. Aussi. Madeleine, en référence à Vertigo. Ouais, et d'ailleurs, petite anecdote, tiens Pauline, toi qui aimes les anecdotes, l'actrice qui joue donc Maddie Ferguson, la cousine de Laura Palmer, est la même actrice que Laura Palmer, mais en fait, David Lynch était tellement attaché à cette actrice, il pensait qu'il avait une telle présence malgré son personnage mort dans la série, qu'il a décidé de la faire revenir sous un trait différent, très ressemblant, très perturbant vis-à-vis de Laura Palmer. Bon, c'est un peu la Laura Palmer brune, du coup, et avec des lunettes aussi. Et puis on a une série qui est entièrement fondée sur l'idée de l'inversion, du sosie, du double, le double positif, le double négatif. Donc évidemment, ça a tout son sens. Et en plus, en référence à Hitchcock, dans ce cas-là, c'est assez incroyable. On parlera de double donc après notre interview musicale, parce que la question du double est omniprésente dans le début de la saison 3. Notre interview musicale est consacrée là aussi à Twin Peaks, avec une petite composition de James, avec donc Maddie Ferguson, la cousine de Laura Palmer, et Donna, la meilleure amie de Laura Palmer, mais on va pas trop en parler de Donna parce que c'est un personnage un peu insupportable. La musique s'appelle Just You. On se retrouve juste après sur Radio Campus. À tout de suite. Just You, une petite musique de Twin Peaks pour se mettre bien. On s'est mis bien aussi dimanche avec la saison 3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, quand même. Ouais. Sacré retour. Bon alors, sacré retour. Il y a un style vraiment différent de ce qu'on a pu voir dans la saison 1 et 2. Voilà, quelques mots sur la saison 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je m'attendais pas à ça. Ouais. Il y a quand même une rupture avec l'ancien style de Twin Peaks des 2 premières saisons, parce que justement ça s'élargit Twin Peaks. Il y a 4 endroits différents. Il y a New York, il y a une ville dans un état en Virginie ou je sais plus où. D'un côté du sud. Buckhorn. Et il y a aussi une troisième que j'ai oubliée. Las Vegas. Il y a Las Vegas, voilà, et Twin Peaks. Et c'est un peu comme une volonté, j'imagine, d'ouvrir aussi à l'univers de Twin Peaks, que en fait c'est pas qu'un endroit qui a toutes ces anomalies qui sont présentes, mais que c'est vraiment quelque chose de généralisé. Ouais, ce qui est assez incroyable, c'est que si on regarde par exemple le dernier film de Lynch en date d'Inland Empire, il y avait l'idée du réseau, du terrier à un moment qui intervenait. Et là, on sent qu'il est en train de faire sa série en repensant aussi sa propre filmographie. Et il y a cette idée, oui, là, d'un coup, ce lieu qui était presque le centre du monde dans Twin Peaks va irriguer, il y a une pensée du réseau géographique et affectif qui est assez incroyable. On voit presque pas Twin Peaks dans les 2 premiers épisodes. Ouais, il n'y a presque rien qui se passe à Twin Peaks. On voit juste le shérif, le département du shérif, le on voit même commissariat. pas le shérif. Ouais. On voit le bar Le Bang Bang Bang. Bang. On voit la maison de la mère de Laura Palmer aussi. Ouais, dans Oui, une rapidement, scène ouais. incroyable. Ah oui, avec ce plan là. Ouais, ce avec documentaire Avec ce animalier. miroir qui fait un c'est jeu de fou, reflet. ouais, c'est fou. Bon, je parlais de notion de double, donc il y a un personnage principal, on va le dire, Dale Cooper, C'est qui spoil, est sujet. Je préviens que c'est un spoil peut-être pour. Ah oui, mais ils savent pas comment justement. Ouais. Ouais. Vous ne savez pas comment il devient double. Oui, donc la question du double, Dale Cooper, elle est cette question, elle est centrale dans les deux premiers épisodes. Est-ce que ça conditionne justement ce qu'on disait, une part centrale de la série? Est-ce que là, ça va être vraiment un sujet, un scénario majeur de la saison 3? Est-ce que ça va rythmer la saison 3 sur les 18 épisodes, parce qu'il y a 18 épisodes de prévus? Oui, du coup, Dale Cooper, il devient clairement le personnage principal. Tout tourne autour de lui, justement, avec cette histoire du double, avec ces deux lieux, le lieu de la réalité et le lieu de l'irréalité avec la loge noire. Donc oui, ça conditionne tout. Puis c'était aussi ça qu'on attendait dans la saison 3. Vu comment s'est terminée la saison 2, c'était vraiment le retour de Dale Cooper. Qu'est-il devenu ? Comment est devenu le double ? Enfin, comment ça se passe ? Et c'est vrai que du coup, ça répond clairement à nos attentes. Ouais, puis c'est ce qui est incroyable avec cette saison 3. À la fois, c'est en tant que spectateur de Lynch, on adore quand il nous manipule et quand il joue avec nos émotions. Et là, il fait ça. Il y a le premier épisode, on a l'impression qu'il y a au moins 3 ou 4 débuts. Et donc, à la fois, il va nous frustrer en nous donnant pas ce qu'on veut, c'est-à-dire l'accès aux Twin Peaks qu'on connaît. Et en même temps, à la fin de l'épisode 2, il va
nous offrir une scène d'une générosité incroyable avec certains personnages qui vont revenir. Et donc je pense que oui, ça va se jouer à travers autour du trajet épique entre Dale et son double. Et puis la question double fait un peu effet avec la question métamorphose. Et il y a plusieurs métamorphoses, notamment par rapport à la vieillesse. On retrouve les personnages d'avant avec des traits de vieillesse méconnaissables par moment. Ouais, des fois, c'est à la fois perturbant, c'est à la fois émouvant et perturbant. Du coup, de revoir ces anciens personnages métamorphosés littéralement. Ouais. C'est une série aussi sur le vieillissement, sans que ça soit négatif. Le vieillissement d'un cinéaste, le vieillissement des acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire que de reprendre une œuvre 25 ans plus tard ? Et à quel point c'est émouvant aussi pour nous. Enfin, il y a des dédicaces presque sous l'égide de Memento Mori, d'hommage aux morts, aux acteurs qui sont disparus. Donc on voit bien, il reconvoque son monde et voilà, avec une générosité incroyable, il rend hommage à tous ces acteurs qui ont composé ce monde avec lui. Et en même temps, il le confronte à une modernité presque destructrice. Du coup, il y a plusieurs scènes dans les premiers épisodes de la saison 3 où il y a des meurtres assez sanguinolents. Nolan, pardon, oui. Sanguinolent et ouais, petite faute. Mais je pense notamment à cette enquête un peu là qui se construit autour d'un meurtre vraiment très très bizarre qui mélange plusieurs corps. Autour de l'acteur de Scream en plus. Ah bon? L'accusé est l'un des 2 tueurs dans Scream 1. Et je pense qu'il y a clairement un pied de nez, ou une référence, un clin d'œil très beau. Peut-être, c'est pas bête, ouais. Bon, pour finir vite fait, est-ce que vous avez des théories sur la saison 3, ce qui va se passer? Alors, il y a des endroits qu'on va voir, j'espère. Par exemple, la White Lodge, qui est l'opposé clairement de la Black Lodge, qu'on voit peut-être un peu dans la saison 2 avec le père de Bobby Briggs, le militaire qui fait un trip à un moment, qui se retrouve dans un endroit totalement fantasmagorique, plein de couleurs. Qui d'ailleurs est cité dans l'avant-dernier Malik. Dans Night of Cups, à un moment, si on entend, il y a tout ce discours, ce trip mystique. Et Major Briggs, vous verrez qu'il apparaît dans la saison 3, mais je vous dis pas comment. Génial. C'est bien. Je vous dis pas comment. Ma foi, on a fait le tour de Twin Peaks, de cette petite bourgade tranquille. Pauline, un mot pour conclure. De savoir comment ça peut évoluer, de voir l'évolution de Dale Cooper, de savoir s'il va finir finalement par retrouver sa propre intégrité. Surtout, vu comment se termine l'épisode 2, quand on le voit tomber dans cette espèce de boîte, c'est très étrange, c'est très énigmatique aussi. Donc ça pose clairement la question de savoir est-ce que finalement il va trouver une solution ou pas. Même il est lié aussi avec l'agent Hawk qui a un message de la femme à la bûche. Donc on sent qu'il va y avoir des croisements entre les personnages. Ok, on est unanime du coup pour dire que Twin Peaks est la meilleure série. Ouais, c'est exceptionnel. Et que encore filé un coup de vieux à tous les créateurs de série. Je pense qu'il n'y a que Lindelof de The Leftovers qui peut tenir le choc. Les autres peuvent se remettre en question, peut-être. Et que David Lynch est au sommet de son art il est en train de tirer sa révérence, notre ami David Lynch. C'est sa dernière œuvre. Ouais, puis c'est clairement son chef-d'œuvre là. En 2 épisodes, on a compris que ça serait le chef-d'œuvre de l'histoire de la télé américaine et de la carrière de David Lynch. Quand même. On va finir là-dessus. Merci mes chers chroniqueurs. Donc Twin Peaks, on vous recommande. La saison 3 est en diffusion en ce moment sur Showtime. Vous pouvez aussi retrouver sur Canal+, tous les vendredis. Voilà, petit instant promo. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. C'est la suite de l'apérophonie. Tout de suite, merci encore à mes chroniqueurs et merci de nous avoir écoutés. Ciao.